Bon, attendez, je vais l'ouvrir d'abord. Bon. Un petit moment. Donc, TD numéro 2. Est-ce que c'est celui-là? Je ne me souviens plus. Bon, je vais voir dans le PowerPoint si j'ai gardé la trace du fichier que j'avais ouvert auparavant. En l'occurrence, le TD. TD numéro 3, c'est écrit TD numéro 3. Donc, peut-être celui-là, je vais voir celui-là. Non. Attendez un petit moment, le temps que je retrouve ce TD. Attendez un petit moment. Donc, en attendant, donc, la dernière fois, on avait fait un TD, justement sur la difficulté de spécifier des besoins. Et aujourd'hui aussi, on va faire un TD dans ce sens-là. La difficulté et l'ambiguïté, justement, de prendre en charge une spécification de besoins. Donc, n'oubliez pas aussi que cet après-midi, Inch'Allah, on fera un TP qui va mettre en œuvre la relation d'agrégation de composition entre classes. Je sais que les classes, vous les connaissez qu'à travers ce que vous avez fait en PO. Et la relation par excellence entre les classes vues dans le PO, c'est surtout l'héritage, l'interface, etc. Donc, cela, vous les avez sûrement vus au niveau du module PO. Mais ici, dans notre module, on va essayer de voir toutes les relations qui peuvent relier les classes entre elles, parmi lesquelles vous avez la relation d'agrégation-composition. Donc, je vous ai dit auparavant, quand vous mettez en œuvre le TP en termes de programmation, vous êtes en train, en quelque sorte, vous êtes en train d'anticiper un peu votre compréhension, si vous voulez, du TP. Vous êtes en train d'anticiper un petit peu la compréhension du cours plutôt. Et du coup, ça va vous permettre de mieux vous focaliser par la suite pour la maîtrise justement des différents concepts qui sont enseignés au niveau du cours. En l'occurrence, lorsqu'on va entamer le diagramme de classe. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai retrouvé un peu le fichier. Donc je vais vous partager cette diapo, ou bien je vais faire une diaporama. Comme ça, je vais vous partager la diaporama plutôt. Donc, enregistrer sous. Donc, diaporama. TP3, donc TD2. Plutôt TD2. Voilà, diaporama. Sous forme de diaporama. Ok, donc je reviens au partage. Donc, je vous partage ma fenêtre, donc de Windows. Et dans ce cas-là, je vais ouvrir ce diaporama tout de suite. Donc, je vais partager donc TD. Bon, je reviens au partage. Donc, diaporama. Donc, je partage la diaporama. Donc, TD2, diaporama PowerPoint. Est-ce que je retrouve la diaporama? Pardon, excusez-moi. Mon compagnon. Je n'arrive pas à retrouver. C'est pas grave. Diaporama. Voilà, j'ai retrouvé. Ça y est. Donc, partager.
Est-ce que vous arrivez à voir ma diaporama, s'il vous plaît? Donc, ce n'est pas le TD3, c'est le TD numéro 2, s'il vous plaît. Donc, je me suis trompée lorsque j'ai mis... S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à voir? Oui, madame. Très bien. Donc, ici, on décrit une situation. Donc, c'est le TD numéro 2, hein, s'il vous plaît. Ce n'est pas le TD numéro 3. Je me suis trompée. Donc, ici, il y a un exercice numéro 1. Et puis, il y a un deuxième exercice numéro 2. Un deuxième exercice. Donc, dans l'exercice numéro 1, je vais vous lire l'énoncé. Donc, ici, cet exercice, il a été fait pour faire relever la difficulté de spécifier un besoin fonctionnel. D'accord? Parce que nous avons dit qu'un mauvais cahier de charge, un cahier de charge qui n'a pas pris en considération tous les besoins fonctionnels, c'est un mauvais cahier de charge. Donc, des fois, c'est pas qu'on ne veut pas on ne veut pas spécifier des besoins fonctionnels dans le cahier de charge. Des fois, c'est que c'est difficile de le faire parce que à cause la difficulté, elle réside où? Elle réside justement dans l'ambiguïté de décrire un besoin en langage naturel. Des fois, ce que vous mettez comme phrase, ça ne reflète pas exactement ce que vous voulez faire signifier à cause de la sémantique et de la difficulté de la langue naturelle. Des fois, donc cette difficulté, elle a comme conséquence, c'est la mauvaise spécification au niveau du cahier de charge. D'accord? Donc, justement, à travers cet exercice, on veut faire ressortir cet aspect. Donc, on vous donne les situations. Voilà, donc soit les spécifications relatives à la règle d'estimation. Donc, nous avons une règle qui va estimer les prestations de services trimestriels, donc par trimestre, d'un cabinet d'avocats. Ça veut dire ici, vous avez un cabinet d'avocats, il fait un travail, donc il fait des services, donc des prestations de services donc pour des clients. Bien sûr, quand il leur fait des services, en l'occurrence en traitant leur dossier judiciaire, donc, quand il fait des services, bien sûr, il est payé pour ça par ses clients. Dans ce cas-là, ce cabinet d'avocats, il va estimer un peu par trimestre combien il a gagné. Donc, chaque 3 mois, il va faire une estimation des prestations qu'il a gagnées dans le trimestre, sur la base de ce qu'on lui a payé, de ce que les clients ont payé au cabinet. Donc, on vous dit, le chiffre d'affaires moyen enregistré par le cabinet pour le premier trimestre. Donc, vous voyez ici un petit tableau, janvier, février, mars de l'année, est estimé par la moyenne des prestations réalisées. Donc, je fais une moyenne des prestations réalisées. Chaque client qui paye régulièrement bénéficie d'une réduction de 5%. Alors, la première question qui vous est posée, pensez-vous que ces spécifications soient claires? Donc, voici les deux spécifications. Voilà, donc on a établi des règles de calcul, la première spécification, la deuxième, justement pour estimer les prestations de services trimestrielles d'un cabinet d'avocats. Alors, dans ces cas-là, il faut interagir avec moi. Donc, moi, je vous pose la question. Pensez-vous que ces spécifications soient claires? Alors, je vais calculer le chiffre d'affaires moyen enregistré par le cabinet. Comment je vais le calculer? En faisant la moyenne des prestations réalisées. Est-ce que ça, est-ce que cette spécification est claire pour vous? S'il vous plaît, il faut interagir, hein? S'il vous plaît, il ne faut pas rester muet. Parce que c'est un TD, j'ai besoin de vos avis. Même essayez de parler. Pas spécialement pour répondre à cette question. Essayez de parler, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Oui, madame, on est là. Il n'y a personne, je crois. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, madame. Essayez de répondre, s'il vous plaît. Par exemple, je veux calculer la moyenne des prestations. Regardez, par exemple, ici, vous avez des clients.
Zakaria, Ilham, Iman, Ibrahim, Kamal et Ishaq. D'accord? Par exemple, si je prends Zakaria, donc janvier, il n'a pas payé, février, il a payé 3500, mars, il a payé 5500. Donc, on vous dit la moyenne, comment je vais calculer la prestation, c'est-à-dire la prestation de service pour le client Zakaria. Quelle est la formule? On vous dit est estimée par la moyenne des prestations réalisées. Donc, quelle est la formule? Donnez-la moi. La somme تاع كلش divisé 3500, hein? par 2. Par 2. Comment 3500 fois 2? Là, 3500 plus 5500 divisé par 2. Ah, 3500 plus 5500 divisé par 2. Ça, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Mais est-ce qu'elle est trimestrielle? Parce que, moi, je pense aussi qu'il faudra, par exemple, faire 0 plus 3500 Ah, c'est مزيدو plus تاع 5500 janvier. Ok, divisé ok, ok. par 3. Est-ce que cette réflexion, elle est aussi correcte? Oui, madame. Oui, هذه est plus correcte. Ah, voilà. Donc, il y a différents avis. Donc, elle est plus correcte. Euh, donc, elle est plus correcte. Mais la première. Attendez un petit moment et je reviens vers vous. D'accord? Juste un tout petit moment. Je vais couper et je reviens. Me revoilà. Donc, comme on avait dit, regardez, votre camarade nous a suggéré de calculer 3500 plus 5500 divisé par 2. Chose qui peut être logique parce que combien en moyenne j'ai encaissé de chez le client Zakaria, c'est cette formule qu'il faut appliquer. Mais si je réfléchis autrement, je me dis quel est le bénéfice, par exemple, mensuel que le cabinet a encaissé du client Zakaria, la formule, peut-être, elle va changer. Parce que je vais me dire, parce que c'est le bénéfice mensuel que je cherche chaque mois combien le cabinet a gagné. En moyenne, c'est un gain moyen. Et dans ce cas-là, je vais plutôt utiliser la formule 0 plus 3500 plus 5500 divisé par 3. Et c'est aussi logique. Dans ce cas-là, au bout du compte, nous avons pour une seule spécification deux interprétations différentes. Alors, la réponse, pensez-vous que cette spécification est claire? Oui, madame. Elle est claire? Tu penses qu'elle est claire? Non, madame. Donc, celui qui a dit qu'elle est claire, pourquoi tu dis c'est clair? Regarde, parce que je vais bien te cibler la situation.
Regarde, parce que ton camarade, il a donné la formule 3500 plus 5500 divisé par 2. Et moi, j'ai donné une autre formule. 0 plus 3500 plus 5500 divisé par 3. Alors, supposons que c'est une spécification qui a été donnée par un client. Pour faire un logiciel, le client par le cabinet plutôt, notre client, par le cabinet d'avocats, il est venu vers nous en tant que client pour qu'on puisse lui développer un logiciel qui fait ça, qui fait le calcul, l'estimation des prestations. Ensuite, il vient vers moi, je lui donne la formule 0 plus 3500 plus 5500 divisé par 3. Il vient vers toi, tu lui donnes une autre formule. Alors, tu penses que la spécification, il est claire dans ce cas-là? Je pense que la spécification n'est pas claire. Pourquoi? Parce que il y a deux interprétations différentes pour la même chose. Des fois, c'est divisé par 3, une autre fois, c'est divisé par 2. Dans ces cas-là, parce que ici, il y a des clients qui n'ont pas nécessairement tous les mois, qui ne payent pas nécessairement tous les mois. Par exemple, Zakaria, il n'a pas payé le mois de janvier. Si je prends, par exemple, Imen n'a pas payé le mois de janvier. Ibrahim, il n'a pas payé le mois de février et le mois de mars. Kamal, il n'a pas payé le mois de février. Le seul qui a payé tous les mois, c'est bien le client Ishaq. Et dans ce cas-là, on se pose la question de savoir si on doit compter la moyenne des montants, peu importe quel mois ils ont été payés, ou bien on va compter les montants qu'on a pu encaisser au profit, encaisser comme profit en moyenne par rapport à la contribution de chaque client. Donc ici, si je veux compter quel est le profit que j'ai fait à travers le client Zakaria, bien sûr, je vais faire 3500, 6500 divisé par 2. Si j'adopte cette règle. Mais si je me dis combien mensuellement, c'est-à-dire chaque mois, combien j'ai pu encaisser du client Zakaria en moyenne, dans ce cas-là, je vais adopter une autre règle. D'accord? Ça, c'est. Donc, la spécification n'est pas la réponse à cette question n'est pas claire. Maintenant, essayons de voir la deuxième spécification. Chaque client qui paye régulièrement bénéficie de 5%. Alors maintenant, la question que je vous pose, par exemple, le client Ilham, est-ce qu'elle a payé régulièrement? 7 000, 7 500, 5 000. Oui. Vous avez le client Ilham et vous avez aussi la même situation, le client Ishaq. Donc, il a payé chaque mois. Donc, pour vous, le fait que les deux clients aient payé chaque mois, donc pour vous, ils sont réguliers parce qu'ils payent régulièrement. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ouais. Oui, mais la question suivante, je vous pose la question suivante. Supposons, par exemple, si je prends le client Iman, supposons ce client-là, il a fait appel au cabinet d'avocats qu'à partir du mois de février. C'est-à-dire, au mois de janvier, il n'était pas client, il n'était pas venu au cabinet. Mais à partir du mois de février, il est venu en tant que client au niveau du cabinet. Et à partir de ce moment-là, Iman a payé le mois de février et le mois de mars. Alors moi, la question que je vous pose, est-ce que Iman n'est pas régulière? Est-ce que Iman est un client régulier? Elle est Si, régulière. elle l'est aussi. Elle l'est aussi. Ça veut dire le fait qu'elle n'a pas payé le mois de janvier, ça ne signifie pas automatiquement qu'elle n'était pas régulière. Peut-être au mois de janvier, elle n'était pas encore cliente au cabinet. Alors maintenant, la question que je vous pose, comment peut-on définir le client régulier?
est-ce que c'est celui qui paye chaque mois ou bien c'est celui qui paye les mois qu'on lui doit, c'est-à-dire le paiement dû. C'est la deuxième définition. Donc, c'est la deuxième définition. Donc, par exemple, Imen, on lui doit le mois de février et mars, elle va payer le mois de février et mars. Par exemple, si je prends Ibrahim, on lui doit le paiement du mois de janvier, il a payé le mois de janvier. Kamel, on lui doit le mois de janvier, mars, il a payé les deux. Parce que regardez comme Ibrahim, il était client au cabinet au mois de janvier. Il a payé son paiement. Mais après ce paiement-là, il n'est plus devenu client. Pourquoi? Parce que juste au mois de janvier, on a réglé tous ces problèmes en termes judiciaires par le cabinet d'avocats. Ensuite, il est parti, il n'est plus client. Dans ce cas-là, lorsqu'il était client au mois de janvier, il a payé ce qu'il devait payer. D'accord? Par exemple, ici, si je prends le cas de Kamel, il a payé le mois de janvier, le mois de mars. Peut-être il était client au mois de janvier, ensuite il n'était plus devenu client au mois de février, il a payé le mois de mars parce qu'il est revenu avec une autre affaire, par exemple. On peut interpréter comme ça. Donc c'est une façon aussi possible d'interpréter les choses. Ça veut dire les mois pour lesquels il a été client, il les a payés. Supposons ce client Kamel, supposons qu'il était client mois de janvier, mois de février et mois de mars. Dans ce cas-là, si le client Kamel, il était client pendant ces 3 mois-là, il a payé que 2 mois, il n'a pas payé le mois de février, dans ce cas-là, il ne devient pas régulier. Parce qu'il a loupé, il a raté le paiement de mois de février, sachant qu'il était client au mois de janvier, il était client au mois de février, il était aussi client au mois de mars. Si de les 3 mois du trimestre, il était client au cabinet médical, plutôt cabinet d'avocat, pardon, donc s'il était client pendant ces 3 mois, il a raté le mois de février, donc pour nous, de ce client, il n'est pas régulier. Est-ce que vous avez compris? Madame, Oui. Madame, comme solution, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer de mettre des zéros là où les mois n'ont pas été payés? De mettre des zéros là où les mois n'ont pas été payés. Donc, par exemple, comme Zakaria, il n'était pas. Donc, ici, je mettrai pour Zakaria pour le mois de janvier 0. S'il était client le mois de janvier. Ah, s'il était client le mois de janvier. S'il était client le mois de janvier, oui, je mettrai 0. Ça veut dire ici, Zakaria, je vais faire une mention comme quoi il n'est pas régulier. Supposons, par exemple, si je prends le cas de Iman. Iman, supposons qu'elle n'était pas client du mois de janvier. Donc, je ne vais pas mettre un 0. Oui. Ok, dans ce cas-là, la moyenne, je vais la calculer par rapport à ces deux-là. Et pour moi, elle a payé les 2 mois qui lui sont dus, donc elle est régulière. Oui, ça peut être une solution. Lorsque le client, il est régulier, plutôt, il est client au niveau du cabinet le mois de janvier, février, mars. Donc, pour moi, je vais comptabiliser les 3 colonnes. Mais lorsqu'il n'est pas client dans un mois, donc je ne vais pas la comptabiliser. Et lorsqu'il est client dans les mois et qu'il n'a pas payé un mois particulier, donc pour moi, il n'est pas régulier. Voilà, donc ça peut être une solution. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Déjà, avant de passer à la suggestion, donc la réponse à cette question, pensez-vous que les deux spécifications qu'on a mentionnées au niveau du point A et du point B soient claires? La réponse, non, elles ne sont pas claires. Premièrement, pour le chiffre d'affaires moyen, ce n'est pas clair parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on va prendre les mois qui ont été payés
divisé par le nombre de mois. Par exemple, ici, 3500 plus 5500 divisé par 2. Par exemple, ici, 5000 plus 7500 plus 5000 divisé par 3. Ou bien, ça c'est une façon de faire, ou bien on va prendre, quel que soit payé ou pas payé, on va prendre les 3 mois divisé par 3. Ça, c'est pas clair parce qu'il existe deux interprétations possibles à cette spécification. Et du coup, il y a deux façons de calculer. Donc, c'est pas clair. Quelle est la façon la plus correcte? Donc, la spécification n'est pas claire. Pour le deuxième, on n'a pas su déterminer de façon stricte et claire qui est le client régulier. Est-ce que c'est celui qui paye automatiquement chaque mois ou bien c'est celui qui paye les mois qui lui sont dus? Et globalement, la réponse à cette question, donc les deux spécifications ne sont pas claires. Maintenant, pour apporter la solution, pour rendre ces solutions, ces spécifications plus claires, donc on va essayer de voir, on a mis quelques suggestions. Donc d'abord, je vais passer à l'autre diapo. Je crois qu'il y a un petit... attendez, je suis là. Donc je vais passer à l'autre diapo. Voilà, donc la réponse aux questions. Donc les spécifications ne sont pas claires, premièrement et deuxièmement, car il y a des clients qui n'ont pas nécessairement payé tous les mois de façon régulière. Donc, dans ce cas-là, on se pose la question de savoir si on doit compter la moyenne des montants, peu importe dans quel mois ils ont payé, ou bien compter combien on a pu encaisser de profit en moyenne par rapport à la contribution de chaque client. C'est ce qu'on a raconté tout à l'heure. Et la deuxième, qui peut être considéré comme client régulier pour pouvoir bénéficier d'une réduction de 7%. Donc, c'est la question pour laquelle on doit trouver une réponse. Est-ce que c'est celui qui paye régulièrement chaque mois ou bien celui qui paye seulement ce qui lui est dû, ce qu'il doit payer? Voilà, donc la réponse à cette question, c'est comme ça. Donc maintenant, si on doit recenser un peu les méthodes de calcul, par exemple, pour le client Zakaria, il existe deux façons de calculer. Ou bien je fais 3500 plus 5500, je divise par 2, et du coup, je retrouve ce montant, 4500. D'accord? Ou bien, je prends les 3 mois, donc 0 plus 3500 plus 5500, je divise par 3. Donc, il y a deux façons de calculer. Donc, la confusion, elle vient de là. Ou bien je fais ce calcul, ou bien je fais ce calcul. Donc, ce calcul, ça me donne le montant moyen encaissé du client Zakaria. Alors que ce montant, c'est le montant mensuel moyen du client Zakaria. D'accord? La même chose pour les autres. Par exemple, si je prends Ibrahim, si je veux calculer le montant moyen encaissé du client Ibrahim, normalement, c'est 3000 divisé par 1 et ça me donne 3000. Maintenant, si je devais calculer le montant moyen mensuel, je dois diviser 3000 divisé par 3 et je retrouve 1000. Donc, la confusion, elle vient justement de ces deux façons différentes d'interpréter les choses. Donc, la remarque, justement, pour la même spécification, il existe plusieurs manières de l'interpréter, d'où la confusion dans sa prise en charge dans le cahier de charge. Si cette spécification devait être écrite dans le cahier de charge de cette manière, telle que énoncée dans l'exercice, donc une fois passé à la conception, au codage, etc., donc il y aura une mauvaise prise en charge de cette spécification du fait qu'on va préconiser deux procédures de calcul qui soient totalement différentes l'une de l'autre. Donc on peut préciser, on peut donner une suggestion telle qu'on l'a énoncée tout à l'heure pour mieux spécifier ce qui a été décrit de façon confuse dans l'exercice. Donc, on peut suggérer le calcul plutôt du chiffre d'affaires trimestriel moyen enregistré par le cabinet. Comment? Donc, il sera estimé par la moyenne
des prestations mensuelles réalisées. Donc, si je spécifie une règle ou bien un besoin fonctionnel de cette manière-là, la confusion, elle va être évitée. Elle va être évitée parce que pour chaque client, je vais calculer la moyenne des prestations mensuelles réalisées. Et du coup, lorsque je reviens ici, pour Zakaria, par exemple, si je veux calculer le montant mensuel moyen, je dois prendre les 3 mois, les 3 montants du mois, et je divise par 3. Donc, je me dis, j'ai encaissé en moyenne 3000 dinars du client Zakaria. Peu importe s'il n'a pas payé le mois de janvier. Peu importe. Je me dis, en moyenne, chaque mois, j'ai encaissé 3 mois, 3000. Et c'est vrai, donc si je divise ces deux montants par 3, je retrouve 3000. Ça veut dire, en moyenne, j'ai pu gagner avec Zakaria 3000 dinars chaque mois. D'accord? Donc, si je devais établir une spécification de cette façon, donc la moyenne des prestations mensuelles, j'aurais levé la confusion et donc j'aurais éliminé ce cas-là. J'aurais éliminé ce cas-là. Il me reste une seule interprétation possible pour cette spécification et du coup, il n'y a plus de confusion, donc la spécification devient claire. Parce que j'ai rajouté justement cette phrase qui dit la moyenne des prestations mensuelles. C'est-à-dire chaque mois, pour chaque mois réalisé. D'accord? Ensuite, et bénéficie d'une réduction de 5%, tout client qui paye mensuellement le montant dû. Par exemple, si je prends le client Zakaria, si je me dis, on lui devait 4000 dinars, mais il a payé 0 pour le mois de janvier. Mois de février, donc on lui devait 3500 et payé 0, supposons. Ensuite, pour le mois de mars, on lui devait 5500, il a payé 5500. Ou bien ici, 3500, il a payé 3500, puisqu'on a le cas de Zakaria, il a payé 3500. Donc ici, par exemple, dû 3500, payé 3500. Donc, il y a 2 mois qui sont dus, qui les a payés. Il y a un mois qui est dû, qui n'a pas payé. Donc, ce client n'est pas régulier. Donc, il ne va pas bénéficier des 5%. Par exemple, ici, pour Ibrahim, supposons, on lui doit 4000 dinars, il a payé 4000 dinars pour le mois de janvier. Mois de février, mois de mars, on lui doit rien du tout, donc 0, il a payé rien. Mois de mars, on lui doit rien du tout, il a payé rien. Dans ce cas-là, ce client, il est régulier parce qu'il a payé tout ce qu'on lui devait. On lui devait simplement 4000 dinars, il les a payés au mois de janvier. Donc pour nous, cette spécification, elle est claire. Donc ce client, il va bénéficier de la réduction parce qu'il a payé mensuellement tout ce qui lui a été dû. Donc ici, du 4000, il a payé 4000, du 0, payé 0, du 0, il a payé 0. Donc il a payé tout ce qui lui a été dû mensuellement. D'accord? Et dans ce cas-là, pour nous, ce client Ibrahim, il va bénéficier de la réduction de 5%. Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Oui, madame, oui. Oui, Ça veut dire, tout finalement se joue sur les mots. Donc, tout se joue sur les mots. Le fait d'utiliser ce mot mensuel pour la première spécification, donc ça nous a permis de lever cette confusion parce que nous avons une première méthode, une deuxième méthode de calcul. Donc, le fait d'avoir ajouté mensuel, donc ça nous a permis de trancher pour la deuxième méthode de calcul. Donc, et on aura une seule méthode. Et le fait d'ajouter mensuellement dû, le montant dû, ça nous a permis de déterminer parmi les clients qui est régulier et qui n'est pas régulier.
Donc, regardez au départ, chaque client qui paye régulièrement bénéficie de 5%. Donc, ce mot régulièrement, tel qu'il a été initialement décrit, il prêtait à plusieurs interprétations. Alors, il est régulier, c'est parce qu'il a payé chaque mois, ou bien c'est parce qu'il a payé ce qu'on lui doit, ce qui est dû. D'accord? Donc, si on rassemble le mot de mois, donc à travers mensuellement, et le mot dû dans une même spécification, on aura levé l'ambiguïté. Et du coup, donc, va bénéficier d'une réduction de 5% tout client qui paye mensuellement le montant dû. Par exemple, ici, Zakaria, montant dû 4 000, payé 0, donc il n'a pas payé ce qui lui est dû. Donc, montant, par exemple, dû 3 500, supposons qu'il n'a pas payé, montant dû 5 500, il a payé. Ça veut dire qu'il y a des montants qui sont dus dans les mois, dans les 2 mois, qui n'ont pas été payés. Donc, celui-là, il n'est pas régulier. Il ne va pas bénéficier de 5%. Par contre, Ibrahim, il a juste payé 4 000 dinars du mois de janvier, parce que c'est dû. Les autres, c'est 0,0. Donc, pour nous, c'est un client régulier, donc il va bénéficier de 5% de réduction. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? S'il vous plaît, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas de question, madame. Où est-ce que vous êtes? Non, madame. Pas de questions, c'est clair? C'est clair et net? Oui, c'est clair, madame. Bon, si c'est pas, s'il n'y a pas de questions, donc je vais tout de suite passer à l'exercice numéro 2, très facile, c'est des questions presque de cours. Voilà. Et je vous envoie bien sûr cette solution, hein, ne vous en faites pas. Donc je vais, juste après, je vais essayer de vous l'envoyer. Donc déjà, je vous ai envoyé l'énoncé du TD hier et je vous ai envoyé tout à l'heure l'énoncé du TP qu'on va faire cet après-midi. D'accord? Donc, on passe à l'exercice Finalement, l'exercice numéro 1, l'ambiguïté, c'est parce qu'on a exprimé avec le langage naturel et on n'a pas pesé la valeur de chaque mot énoncé dans la spécification. Le fait qu'ici, dans la première spécification, le mot mensuel, on ne l'a pas spécifié, donc ça nous a conduit à 2 calculs différents. Et le fait ici de ne pas avoir mentionné le mot mensuel et le montant dû, ça nous a mené aussi vers une autre lui qui ne l'est pas, afin de lui infliger ou bien de lui faire bénéficier d'une réduction de 5% pour celui qui sera régulier. Donc, la spécification, l'expression des besoins, parmi les plus grandes difficultés dans l'expression des besoins, c'est l'utilisation des mauvais mots ou bien le fait d'omettre certains mots dans l'expression du besoin. Donc, ceci est dû à la complexité ou bien à la sémantique variée du langage naturel. Donc, essayons de voir un peu l'exercice numéro 2, c'est des questions de cours. Donc, cette question, je l'ai posée tout à l'heure. Quelle est la différence entre les différents modèles de cycle de vie? Donc, je vous laisse le temps pour réfléchir pour le prochain cours. Donc, on va répondre la prochaine fois sur cette question-là. Et la deuxième question, un cahier de charge décrit quoi? Bon, je vous pose cette question. Dans le cahier de charge, qu'est-ce qu'on va décrire? Les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Ah, les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Donc, les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Les exigences ou bien les besoins fonctionnels ou non fonctionnels. Maintenant, c'est quoi les besoins fonctionnels? Qu'est-ce que c'est? Les fonctions زعما les procédures زعما calcul ولا تاع les fonctionnalités. Les fonctionnalités les fonctionnalités qu'on peut programmer pour le logiciel. Oui, madame. D'accord. Mais moi, je te pose la question suivante. Mais par exemple, lorsque je vais programmer l'interface, etc., c'est aussi des fonctionnalités. Et j'arrive à les programmer. Non Est-ce fonctionnel. que parmi les besoins fonctionnels, l'interface fait partie des besoins fonctionnels?
Non fonctionnel, normalement. Pourquoi c'est non fonctionnel? Mais tu as dit, j'arrive à les programmer. Je peux programmer l'interface. Je me demandé, madame. Voilà, donc il y a un mot que tu as oublié de dire. Les besoins fonctionnels, ce sont les fonctionnalités métiers. Donc, n'oubliez pas ce mot secret. Donc, c'est les fonctionnalités métiers. Qu'est-ce que ça veut dire les fonctionnalités métiers? Par exemple, supposons le logiciel à concevoir et à développer, c'est la gestion de la scolarité. Je sais que dans la gestion de la scolarité, par exemple, il y a lieu de calculer la moyenne de chaque étudiant. Il y a lieu de calculer la moyenne générale de la section. Il y a lieu de programmer les cours, les TD, l'affectation d'un enseignant à un cours, l'affectation d'un enseignant à une surveillance, le planning des examens. Donc, toutes les fonctionnalités relatives au calcul de la moyenne de l'étudiant, moyenne générale de la section, l'affectation à un cours, à un TD, l'affectation des enseignants pour des surveillances, le planning des examens, tout ça, ça fait partie de la gestion de la scolarité. Donc, toutes ces fonctionnalités, si je devais les programmer pour un logiciel gestion de la scolarité, toutes ces fonctionnalités, c'est des besoins fonctionnels métiers, parce qu'ils font partie du métier de la gestion scolarité. Est-ce que vous êtes d'accord? Par exemple, l'IHM, l'interface homme-machine, c'est vrai que j'arrive à programmer ça, mais ce n'est pas concevoir une interface, ça ne fait pas partie de la gestion de la scolarité spécifiquement. Parce qu'une interface, elle peut faire partie de tous les logiciels que je vais développer. Donc, les besoins fonctionnels, ce sont toutes les fonctionnalités métiers que je dois prendre en charge lors du développement. Maintenant, je vous pose la question, et les besoins non fonctionnels, lesquels, par exemple? Donnez-moi des exemples. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de besoins fonctionnels, non fonctionnels plutôt? Besoins non fonctionnels. Comment? L'interface. Déjà l'interface, par exemple aussi, parmi d'autres choses. Par exemple, parmi d'autres fonctionnalités, vérification du login mot de passe pour l'accès au logiciel. Je vérifie le login, le mot de passe. Je vérifie est-ce que le mot de passe il a une certaine taille, est-ce qu'il comporte des caractères spéciaux, majuscules, minuscules, chiffres. Ça, c'est aussi des fonctionnalités que je peux programmer, mais c'est des besoins non fonctionnels. Je veux vérifier, par exemple, la sécurité. Par exemple, je vérifie la sécurité d'accès de quelqu'un au logiciel s'il a le droit d'accéder, par exemple, à une base de données, par exemple. Dans ce cas-là, je vérifie son profil. Est-ce qu'il a le droit d'accéder à une certaine table? Est-ce qu'il a le droit de cliquer sur une fonction du logiciel? Ça, c'est aussi des besoins que je peux programmer qui ne sont pas fonctionnels. La question suivante. Vérifier la compatibilité Donc, avec n'importe quel. Comment? Oui, mademoiselle? Vérifier la compatibilité avec n'importe quel système d'exploitation. Vérifier la compatibilité avec n'importe quel système d'exploitation? Oui, donc s'il y a lieu de vérifier, par exemple, si on a besoin de faire cette vérification, oui, ça c'est une vérification, donc c'est un traitement que je peux programmer, mais qui n'est pas fonctionnel. Donc, parce qu'il ne fait pas partie du code métier, il ne fait pas partie des fonctionnalités métiers, ou bien on l'appelle du code métier. Très bien. Donc, pour résumer, le cahier de charge, il englobe ou bien il rassemble les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels. Et on a bien fait la différence entre fonctionnel et non fonctionnel. Qu'est-ce que c'est? Dans le fonctionnel, c'est tout ce qu'il s'agit de prendre en considération en termes de développement, en termes de code métier. C'est-à-dire le métier pour lequel on est en train de réaliser le logiciel. Gestion de la comptabilité, je devrais trouver tout ce qui concerne la comptabilité.
gestion de la scolarité, je devrais trouver tout ce qui concerne la scolarité et pas autre chose. Donc ça, c'est les fonctions métier ou bien le code métier. Maintenant, je passe à la question suivante. Donc ça, vous connaissez sûrement la réponse parce qu'on a vu ça dans le cours, on a vu à travers aussi un exercice précédent. On vous dit quelles sont les maintenances qui permettent la correction et l'amélioration d'un logiciel. Est-ce que vous pouvez m'apporter des suggestions? Perfective ou corrective? Perfective et corrective. Tout à fait. Perfective, c'est l'amélioration du logiciel, parce que perfective, c'est un mot qui vient du mot perfectionner, du verbe perfectionner. Ça veut dire, j'ai fait quelque chose et je suis en train de le perfectionner de mieux en mieux. Je suis en train d'améliorer encore mon logiciel, donc je le perfectionne. Dans ce cas-là, c'est la maintenance perfective qu'il faut appliquer. Parmi les maintenances perfectives qu'on applique sur les logiciels, c'est l'apparition des différentes versions. Par exemple, j'ai un logiciel Windows, version 5, version 6, version 7, Windows 7, Windows 10, etc. Les différentes versions apparues du logiciel Windows, c'est parce qu'on lui a appliqué de la maintenance perfective. Et vous voyez bien, à chaque fois qu'on perfectionne, on raffine de mieux en mieux et on améliore de mieux en mieux les fonctionnalités du logiciel. Maintenant, il y a aussi la maintenance corrective. Cette maintenance, on l'applique lorsque le besoin se fait sentir. Donc, parmi les besoins, par exemple, je suis en train de travailler sur un logiciel et à un moment donné, il a bugué. Donc, s'il bug, ça veut dire qu'il va se planter, on ne va plus pouvoir le faire redémarrer parce qu'il a bugué. Dans ce cas-là, pour continuer à l'exploiter, ce logiciel, on est obligé de lui corriger ce bug, cette erreur-là. Donc, c'est-à-dire la maintenance corrective, c'est comme si un être humain, il était en bonne santé, il fonctionnait correctement, et à un moment donné, il est tombé malade. Quand il tombe malade, on est obligé de corriger son bon fonctionnement. Parce qu'il est tombé malade, il doit partir chez le médecin pour qu'il lui donne des médicaments et en prenant ces médicaments, il va se rétablir, donc il va continuer à bien fonctionner. La même chose pour le logiciel. Le logiciel, il bug, ça veut dire qu'il tombe malade, on doit le corriger pour pouvoir le rétablir dans l'état de son bon fonctionnement. Comparaison pour l'amélioration du logiciel ou bien la maintenance perfective. Donc, c'est comme un être humain aussi. Vous êtes un être humain, vous êtes en bonne santé, mais vous voulez mieux vous porter. Donc, vous voulez avoir des muscles qui sont forts, vous voulez être capable de courir, avoir un esprit sportif, etc. Donc, vous êtes en bonne santé, mais vous voulez avoir une meilleure vie encore. Donc, vous allez faire, par exemple, du sport. Par exemple, en vue de vous retrouver encore mieux en bonne santé. Donc ça, c'est de la maintenance perfective que vous exercez sur votre corps. Voilà. Maintenant, il y a une dernière question. Que favorise le faible couplage et la forte cohésion entre les éléments d'un logiciel? Donc, j'ai un logiciel, il est composé d'éléments, ou bien de composants, ou bien de modules. Donc, la première des choses, parmi ces éléments, je vais essayer de de les coupler faiblement. Ça veut dire qu'ils ne seront pas trop reliés l'un à l'autre. Donc, il y a peu de liens entre les éléments. Ils sont tous reliés d'une certaine façon, mais il n'y a pas beaucoup de liens, pas beaucoup de flèches entre eux. Et dans un même élément, il y a de la cohérence. Dans les traitements que comportent ces éléments-là, il y a de la cohérence. Alors, que favorise le faible couplage et la forte cohésion? S'il vous plaît. Déjà, pour le faible couplage, est-ce qu'il y a des suggestions? Très important cette question. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui.
Supposons il y a des éléments de mon logiciel. Supposons mon logiciel est composé de 4 éléments ou bien de 4 composants. Et puis, par exemple, le composant 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai un lien entre le composant 1 et 2. J'ai un autre entre le composant 2 et 4. Ensuite, j'ai un lien entre le composant 4 et 1. Ensuite, j'aurai un lien entre le composant 4 aussi et 2 et 3. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de liens. Les liens, ils sont vraiment, c'est clair et net que tous les éléments sont reliés, mais il n'y a pas beaucoup de liens. Donc, cette façon de faire, elle favorise quoi pour le logiciel? On peut modifier facilement On peut, oui, les liens. mademoiselle? On peut modifier facilement. On peut modifier facilement? Oui, on peut modifier facilement. Parce que la modification sur un élément, elle va se limiter juste sur cet élément et les éléments avec qui il est en relation. S'il y a peu de relations avec d'autres éléments, ça veut dire que les modifications ne vont pas se répercuter sur tous les éléments du logiciel. Par exemple, j'ai le composant 1 relié avec le composant 2. Supposons je dois modifier au niveau du composant 1. Donc, cette modification, elle va se répercuter aussi sur le composant 2, pas plus. Donc, le composant 3 et 4 ne vont pas être touchés. Oui, donc la maintenance, elle devient beaucoup plus facile. Ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, il y a un autre avantage très, très important. L'autre avantage le plus important, c'est la réutilisabilité. Du fait que les éléments sont faiblement couplés, donc chaque élément, il est autonome, il communique avec l'autre élément avec peu de liens. Ça veut dire si je devais créer un autre logiciel, je peux prendre un élément déjà programmé et je vais le mettre dans le deuxième logiciel facilement. Donc, ça veut dire un élément programmé une fois peut être réutilisé une fois ailleurs. Donc, c'est ce qui favorise la réutilisation. D'ailleurs, le découpage en modules ou bien en composants ou bien en éléments interconnectés, mais faiblement, favorise la forte réutilisation de ces éléments dans des développements futurs d'autres logiciels. Donc, il faut retenir ça. Le faible couplage favorise, et fortement d'ailleurs, il favorise fortement la réutilisation des éléments déjà programmés. Maintenant, la deuxième partie, la forte cohésion. Par exemple, je vous fais rappeler, on a utilisé ce mot forte cohésion lorsqu'on a tracé une classe. Donc, cette classe, elle est relative à un compte bancaire. Et parmi les méthodes de cette classe, on avait mis débiter, créditer, et on avait fait afficher, je ne sais pas quoi, statistique, je crois, et tracer graphique. Donc, et on avait fait remarquer que débiter compte, créditer compte, ça fait partie des méthodes métiers de la classe compte. Parce que si je parle de compte, c'est normal que je programme des fonctionnalités genre débiter, créditer, compte. Mais par exemple, afficher graphique, un graphe, afficher graphe, ça, ou bien dessiner graphe, par exemple, dessiner graphe. Dessiner graphe, ça n'a rien à voir avec la classe compte. C'est quelque chose qui est étrange quand même. Donc, si je devais introduire cette fonction dans la classe compte, ça devient ma classe compte, elle ne devient pas cohérente. Parce qu'il y a des fonctions métiers qui se rapportent au compte, il y a d'autres fonctionnalités telles que dessiner graphe qui n'ont rien à voir avec compte. Et du coup, ça ne devient pas cohérent. Maintenant, pour que ça devienne cohérent, il faut que j'enlève afficher statistique et dessiner graphe. Je vais enlever ces deux fonctionnalités et je ne vais laisser dans la classe compte que les fonctions débiter compte et créditer compte. Donc, si je laisse ces deux fonctionnalités simplement dans la classe compte, dans ce cas-là, ma classe, elle sera cohérente. Supposons, dans ce cas-là, j'aurai une forte cohérence de cette classe.
Supposons que j'ai une forte cohérence de cette classe. Ça va me permettre de faire quoi? Est-ce qu'il y a des suggestions? Donc, pas de suggestions. Donc, aussi, la forte cohérence, ça va me permettre de faciliter la maintenance. Donc, ma maintenance, ce sera beaucoup plus facile. Comme le faible couplage me permet de faciliter aussi la maintenance. Par exemple, le changement dans la classe ou bien le composant 1 n'est répercuté que sur le composant 2. Donc, j'ai une maintenance beaucoup plus facile à cause de ce faible couplage. Aussi, lorsque j'ai une forte cohérence, donc ma maintenance, elle va se focaliser sur l'endroit lui-même. Donc, ça va me faciliter la maintenance. Donc, retenez absolument le faible couplage et la forte cohérence favorisent la réutilisabilité et la maintenabilité d'un logiciel. Donc, et du coup, on retrouve la réponse à ces deux questions. Donc, donc vous voyez ici, le faible couplage et la forte cohérence entre éléments d'un logiciel favorisent la maintenabilité et la réutilisation. Donc, pour les maintenances corrigées, améliorées, c'est correctives et perfectives. Pour les cahiers de charge, il décrit les spécifications des besoins, qu'elles soient fonctionnelles, ça veut dire le code métier, toute fonctionnalité métier, et non fonctionnelle, donc tout ce qu'on peut programmer qui sort du code métier. Voilà, donc ici pour la question numéro 1, on la verra à la prochaine fois, Inch'Allah. Est-ce que c'est bien compris, s'il vous plaît? Oui, ça va. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on clôture notre TD. Donc, on arrive à la fin du TD. On se donne rendez-vous à 1h. Donc, allez-y, mangez quelque chose, reposez-vous. Et à 1h, on reprend notre TP. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Oui. Oui, madame. D'accord. Donc, allez-y, vous reposez, mangez quelque chose et revenez à 1h, Inch'Allah. Voilà, à tout à l'heure. Et pour accéder au TP, allez-y au lien réservé, à l'invitation réservée au TP, d'accord? Parce que je vais fermer ce lien, d'accord? À tout à l'heure. Bon appétit. D'accord, madame. Merci.